l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci d'être sur la première. À la une de l'actualité de ce lundi, la Cour d'appel de Papeete confirmera-t-elle les sentences des 3 mises en cause, dont Oscar Temaru? L'affaire dite de Radio Tefana est jugée après 5 renvois et malgré les échéances électorales. Les communes éligibles au fonds de transition énergétique, celles des Tuamotu, sont prêtes à soumettre leurs projets. On en parle dans un instant. Plus de 2 ans après la pose de la première pierre, le nouveau musée Yamanaha est prêt à accueillir son public. Le résultat de toute une aventure, nous dira sa directrice, Myriam Abono, est l'invitée de ce journal. Les travaux pratiques démarrent sur l'aire marine éducative de Hau, comme le bouturage de coraux, une manière pour les enfants de l'atoll de préserver cette ressource et de se rendre compte de sa fragilité. 1000 péripéties judiciaires, 3 ans plus tard et à la veille des élections territoriales, l'affaire Radio Tefana est jugée depuis ce matin dans une ambiance très tendue à la Cour d'appel. La défense dénonce toujours un complot de l'État. « Je suis là parce que j'ai commis le crime de lèse-majesté », a justifié Oscar Temaru. Avec lui, sur le banc des prévenus, Vito Matoyahu-Tapu et Heinwi Lekai. Compte rendu de ce premier jour d'audience avec Lucille Guichet et Marcel Bonneau. Il arrive, accueilli par une foule de sympathisants. Oscar Temaru comparaît en appel pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire Radio Tefana. Les militants Tavini affichent leur soutien. On est à Tahiti ici. Et comme il y a les élections qui arrivent, alors la loi française veut éliminer Oscar de la liste des élections. Aux côtés du maire de Faa'a, Vito Matoyahu-Tapu et Heinwi Lekai, anciens dirigeants de Radio Tefana. À 6 semaines des élections territoriales, la Cour demande aux prévenus s'ils veulent renvoyer le procès. Pas question pour la défense. Ça fait déjà 4 ans que vous avez l'épée de Damoclès sur la tête. J'ai envie d'en finir avec ça. Je n'ai pas envie de laisser ça à mes enfants. Je veux être jugé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai commis aucune infraction. Dans la salle d'audience comble, les avocats de la défense déposent une série de demandes de nullité. Nullité de la garde à vue ou encore nullité de la poursuite pour des raisons de procédure. Pour eux, ce sera quitte ou double. Cette méconnaissance des droits de la défense par le ministère public local porte une atteinte grave et répétée aux droits fondamentaux d'Oscar Temaru. Et moi, je n'ai rien vu dans le code de procédure pénale ou dans le code pénal venant m'indiquer que les citoyens polynésiens devaient être traités comme étant des sous-français. En clair, la justice reproche aux 3 prévenus d'avoir mis à disposition de Radio Tefana du matériel et un local et de l'avoir subventionné avec les fonds de la mairie pour servir une idéologie. C'est clairement un procès politique et historique qui se tient aujourd'hui, parce que ce qui est reproché à Radio Tefana, à Oscar Temaru, c'est finalement d'avoir véhiculé des idées. C'est une proximité idéologique et c'est d'avoir finalement sensibilisé le peuple polynésien, d'une part à son droit à l'autodétermination, et puis d'autre part d'avoir sensibilisé également le peuple polynésien, d'abord sur la dangerosité et la réalité des essais nucléaires. Le procès doit durer toute la semaine. Le soutien des sympathisants Tavini aussi. Pour rappel, la deuxième affaire pour détournement de fonds publics sur l'attribution de la protection fonctionnelle est toujours en cours. Le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée à qui l'affaire a été confiée n'a toujours pas conclu. Et justement, nous allons tout de suite faire un point sur le paysage radiophonique de Polynésie. Vous vous en souvenez peut-être, avant Radio Tefana, d'autres radios communales ont été dans le collimateur de la justice et les condamnations sont tombées. On fait le point avec vous, Natacha Silagi. Combien y a-t-il de radios en Polynésie et qui les gère? Bonsoir. En Polynésie, c'est le comité territorial audiovisuel qui attribue les fréquences et qui contrôle les radios associatives lorsqu'elles fonctionnent avec moins de 20% de recettes publicitaires et radios locales lorsque c'est le contraire. On compte une vingtaine de radios sur l'ensemble du territoire polynésien, 12 uniquement aux îles du Vent avec Radio Polynésie la première qui est la seule radio de service public, des radios dites associatives et des radios privées.
Dans les îles, 8 radios au total, dont une à Bora Bora et 2 aux Marquises. Ce que la justice reproche aux radios communales, c'est d'être un outil de propagande électorale pour les maires en place. On se souvient de l'affaire de Radio Bleu, Émile Vernedon, l'ancien maire de Mahina, son ex-directeur de cabinet et l'ancien directeur de la radio de la commune ont tous les 3 été condamnés pour avoir détourné 270 millions de francs pacifiques. Et au final, l'ancien maire de Mahina a écopé d'1 an de prison ferme et de 5 ans d'inéligibilité. Même chose pour Radio Maori. Édouard Fritsch, en tant que maire de Pirée, a été condamné pour avoir accordé une subvention de 15 millions à Radio Maori en 2007. Et l'ancien journaliste Gustave Rita avait déclaré par ailleurs qu'il a été rémunéré pendant 10 ans et par la commune et par la présidence et par l'Assemblée de Polynésie. Au final, Édouard Fritsch, en tant que maire de Pirée, a été condamné à 2 millions de francs pacifiques d'amende pour prise égale d'intérêt. Alors aujourd'hui, c'est Radio Tefana qui est dans la ligne de mire de la justice pour des faits qui remontent à 2010, entre 2010 et 2017. Le maire de Faa, l'ancien directeur et le nouveau directeur de Radio Tefana sont soupçonnés d'avoir détourné 150 millions de francs pacifiques pendant cette période. Oscar Temaru a déjà été condamné à 6 mois de prison avec sursis en première instance et à 5 millions de francs pacifiques d'amende. Alors tout cela, ça a peut-être précipité la cession de 2 radios en tout cas, celle de la cession de Taoui FM d'abord, qui a été créée en 2005 par Jean-Christophe Bouissou, qui a préféré la céder au groupe PAC FM de Dominique Roy après la polémique autour des 6 millions de dettes que Jean-Christophe Bouissou aurait cherché à faire payer à TNTV, la chaîne du pays. Même chose pour Hiti FM, qui n'est plus une radio communale depuis 2019 et qui a été cédée au groupe Fojra par le maire de Punaoya, qui a choisi de ne plus subventionner cette radio par mesure de précaution. Merci beaucoup Natacha Silagi pour cet éclairage. Renforcer la souveraineté énergétique du territoire polynésien, c'est le but du fonds dédié. Plus de 7 milliards de francs versés en 3 ans et qui soutiendront à des projets de développement à hauteur de 95% du coût pour les communes et 70% pour les entreprises. Les explications de Nicolas Suir et Patrick Sing Sing. Une convention d'importance pour la transition énergétique. Plus de 7 milliards de francs pacifiques de l'État a injecté en 4 ans dans des projets favorisant les énergies renouvelables. Les petites communes bénéficieront d'un traitement spécial. Comme il s'agit souvent de petites communes éloignées avec de faibles moyens, j'ai obtenu qu'on finance à 95% les différents projets qui seront présentés. Habituellement, ça se fait pas 95%. Normalement, la règle, c'est 80% maximum de financement public, quel qu'il soit. C'est par exemple le cas de la commune de Manihi, où une centrale solaire hybride existe déjà, mais que le maire aimerait développer. Car sur cet atoll, comptant une centaine d'habitations, un hôtel et un lotissement de 15 maisons devraient être bâtis. Enfin, il est prévu d'alimenter l'aéroport en énergie solaire. Avec le solaire, nous faisons une économie de 60%. Sur le budget annuel prévu pour le fonctionnement. Je pense qu'on va aller tout doucement de 70, voire peut-être 80%. 11 autres communes des Tuamotu et leurs projets ont déjà été recensés par le pays, mais il y en a également dans chaque autre archipel. Il y a des communes qui sont prêtes, il y a des dossiers prêts, qui sont prêts, là, donc ils attendent le lancement de l'appel à projet, donc au mois de mai. Donc je pense qu'au mois de mai, il y aura beaucoup de dossiers qui vont être déposés. Quant aux entreprises privées, la participation de l'État sera moins importante. La partie privative, donc des entreprises privées qui souhaiteraient venir investir dans les énergies renouvelables, ont des taux variant entre 15 et 70% maximum en fonction du modèle économique et surtout technique qui sera proposé. Plus de 7 milliards de francs pour atteindre au moins 66% d'énergie verte d'ici 2030. Tel est l'objectif du gouvernement. Et le premier appel à projet sera lancé au mois d'avril.
Un colloque international pour découvrir ou redécouvrir les mémoires de Harry Taymay, fille adoptive de Pomaré II, celle qui épousa un commerçant anglais, Alexandre Salmon, en 1844, est en effet l'une des rares témoins directs de l'histoire précoloniale. Dans ses écrits, il est retracé le séjour de l'historien américain Henry Adams. On écoute l'organisateur de l'événement au micro de Caroline Fary. Ce colloque sera centré sur un tandem improbable en quelque sorte, formé donc par la dernière chefesse, la dernière Arirhei du puissant clan des Teva, le clan le plus puissant du Tahiti européen, et Henry Adams, qui n'est autre que le petit-fils et arrière-petit-fils de deux présidents des États-Unis, John Adams et John Quincy Adams, c'est-à-dire le deuxième et sixième président des États-Unis. Donc Henry Adams décide d'échapper à lui-même, de se dérober à l'histoire et d'entreprendre ce périple dans les mers du Sud afin de se ressourcer, comme le faisaient beaucoup d'intellectuels à l'époque, à la fin du XIXe siècle, dans des sociétés dites primitives. Son voyage le mène à Hawaï, puis aux îles Samoa et enfin Tahiti, où c'est la révélation, puisque au contact de l'indigène, on se rend compte en fait que la méthode intellectuelle qui fera le succès de son œuvre majeure, The Education of Henry Adams, pour laquelle il recevra le prix Pulitzer à titre posthume, eh bien, la stratégie narrative qu'il adopte dans cette œuvre semble avoir été forgée dans le cadre de l'élaboration des mémoires de Harry Taymay. Et le colloque est ouvert à tous et s'achève le 2 mars à l'Université de la Polynésie. Et l'histoire n'existe pas seulement dans les livres, elle se donne à voir et elle s'expose dans des musées. Le nouvel établissement de Punahou le permettra bientôt, il sera inauguré demain. Après une phase de désamiantage en 2019, les travaux de rénovation sont enfin terminés. Un chantier d'environ 900 millions de francs pacifiques financé à part égale par l'État et le pays. Ce matin, le personnel ému peaufinait les derniers préparatifs avant la cérémonie d'ouverture. On voit cela avec Caroline Fary et Jérôme Lee. Après 50 ans de vie, l'ancien musée pavillonnaire de Tahiti et des îles fait place aujourd'hui à une grande salle d'exposition permanente. Surélevée pour éviter les inondations, elle abritera les pièces d'exposition des différents musées internationaux. Parmi ces pièces remarquables, eh bien, on veut parler du taoumi rapporté par le capitaine Cook, ce splendide pectoral, du costume de deuilleur, de rongo, des gambiers, de aa, de rurutu. Mais partout, il y a des pièces qui sont comme ça prêtées parce que ce nouveau musée répond aux normes les plus strictes de conservation. Sur 6 cabinets d'architectes en lice pour la conception, c'est finalement Pierre-Jean Picard qui a obtenu le marché. Côté matériaux, l'inox côtoie le bois de Haïto. Cet employé récemment engagé et installé dans le nouveau hall d'accueil apprécie le modernisme du lieu. Moi, je l'ai visité plutôt quand j'étais petite. J'ai des vagues souvenirs, mais c'était assez désuet. Et là, c'est vraiment moderne, en maintenant le côté traditionnel également. C'est vraiment beau et on est très fiers et super contents des nouveaux visiteurs à venir. Seule la nouvelle salle de conférence nous est ouverte aujourd'hui. La salle d'exposition permanente sera dévoilée au public demain. Léontine, employée au musée depuis 22 ans, attend ce moment avec émotion. On a fait venir quelques anciens, je veux dire ceux qui sont partis à la retraite, qui sont venus donner un coup de main. Pour eux aussi, ils travaillent mais avec beaucoup d'émotion. Et quand je vois ça, je dis non, je vais attendre. Je ne veux pas vite aller dans la salle, je vais attendre. Contrairement à l'ancienne structure basée sur des thématiques, le musée version 2023 donnera à chaque archipel polynésien son propre espace. Et on en parle avec notre invitée Myriam Abono Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vous qui aurez l'honneur d'inaugurer ce nouveau musée puisque vous le dirigez depuis 2017. Si chaque archipel aura son espace, est-ce que cela veut dire que ce sera avant tout un établissement dédié aux Polynésiens et non pas aux touristes? Oui, c'est tout à fait le projet tel qu'il était pensé. C'était un musée des Polynésiens pour les Polynésiens. Donc les Polynésiens sont vraiment notre premier public. Et c'est un projet qui a plus de 20 ans, en fait, puisqu'il a été initié par Jean-Marc Pambrin en 2010, qui voulait vraiment redonner sa place aux archipels dans l'exposition du musée. Et puis, progressivement, cette option a enflé, j'allais dire, pour aboutir à ce nouveau projet. Et puisque chaque archipel aura son espace, ça veut dire qu'il y aura un parcours. Toutes les histoires sont racontées quand on sait que chaque archipel a sa propre histoire.
Alors en fait, le parcours est double. Il y a à la fois, quand on arrive dans la salle, la première partie est vraiment dédiée au socle commun, en fait, à tout ce qui nous réunit en tant que Polynésiens, alors nous, mais aussi au sens large, au travers de thématiques telles que le sacré, le peuplement, la navigation, ce qui fait vraiment le fondement. Et puis ensuite, petit à petit, le parcours se déploie avec chaque archipel qui est mis en avant avec ses spécificités géographiques, mais aussi esthétiques. Par exemple, évidemment, pour les Marquises, on pense à la figure forte du tiki, mais il y a aussi, par exemple, la sculpture des Australes qui est très reconnue. Et donc voilà, chaque archipel va comme ça pouvoir en fait être mis en avant au travers de ce qui lui est vraiment très spécifique. Et on l'a entendu aussi, on y retrouvera des pièces inédites. Ces pièces qui font partie du patrimoine polynésien resteront pourtant que 2 ans, quelques-unes en tout cas. Pourquoi ? Alors en fait, ça va dépendre. On a un programme qui est assez complexe, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Mais alors on a signé plusieurs partenariats, donc un en fait de 6 ans pour faire accueillir des pièces en rotation avec le musée du Quai Branly, et puis donc d'autres partenariats avec 2 musées anglais, donc le British Museum et le musée de Cambridge. Donc pour le moment, en fait, c'est 3 ans. Ces pièces vont rester 3 ans, mais dans l'absolu, en fait, ces musées ne sont pas fermés à ce qu'on puisse rediscuter, soit de prolonger le prêt de ces pièces, ou éventuellement en fait d'accueillir d'autres pièces. Nous, l'idée du musée, en fait, au travers de ce programme de prêt, c'était de pouvoir donner aux Polynésiens le plus de pièces possibles à voir, surtout ceux qui ne peuvent pas voyager en Europe, et donc du coup aussi d'avoir toujours des nouvelles pièces à voir. Je pense que ça aussi c'est important, penser le musée comme quelque chose de dynamique, qui se donne à voir dans la durée et que les Polynésiens peuvent revenir voir tous les 2, 3, 4 ans et qu'ils auront toujours en fait une pièce nouvelle à voir. Et le British Museum, comme par exemple aussi le musée du Quai Branly à Paris, ce sont des musées qui ont une renommée internationale. Est-ce que c'est le cas aussi aujourd'hui du musée de Tahiti? Alors c'est sûr que c'est l'objectif aussi. Déjà nous, ça nous place au même niveau que ces établissements. Donc c'est une très grande fierté et puis c'est aussi le fruit de beaucoup de travail et de beaucoup d'investissements, il faut le dire. Et puis ça nous ouvre aussi d'autres portes parce que nous on continue à vouloir avoir d'autres prix aussi. Il ne faut pas oublier que par exemple dans la région, le Bishop Museum ou le musée du Te Papa ont également des collections polynésiennes. Donc comme je disais, l'idée c'est vraiment de pouvoir accueillir, en plus de nos collections, parce que le musée de Tahiti a aussi de très belles collections, de pouvoir accueillir le plus de pièces possibles. Des pièces que nous aurons le privilège de découvrir donc à partir du 4 mars prochain. Merci beaucoup. Merci. Myriam Abono d'avoir été avec nous ce soir. Le musée donc vous accueillera à partir du 4 mars. L'association Mama Natura lutte contre les actes d'incivisme. Ses membres bénévoles étaient à Titioro pour nettoyer les bords de route et notamment les arrêts de bus à des zones très fréquentées et victimes d'actes d'incivisme. 74 kilos de déchets ont été ramassés ce lundi matin lors de cette seconde opération dans le quartier. Nestor Tehahe partage son désarroi au micro de Patrick Sing Sing. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. On ne prête plus attention à notre environnement, on ne prête plus attention à tout ce qui est autour de nous. Donc on a encore de la chance d'avoir une belle nature chez nous. J'habite Titioro et puis aujourd'hui, je me suis dit, allez, faisons une bonne action pour nous, pour nos enfants plus tard. C'est une preuve que comme quoi, on ne se préoccupe pas du tout de notre environnement. Et c'est vraiment dommage. Et depuis le début de l'année, l'association a récolté un peu plus d'1 tonne de déchets sur Tahiti. Une trentaine d'élèves de l'école de Tiputa s'éveillent aux échecs. Âgés de 6 à 14 ans, ils ont suivi pendant la semaine de vacances scolaires un stage. Et c'est un spécialiste invité par l'association des parents d'élèves qui est allé parler stratégie avec eux. Jean-Pierre Cairou, éducateur fédéral, a partagé ses connaissances avec les petits apprentis. Cette séance a permis aux enfants de poser des questions, d'apprendre des techniques et de découvrir le roi des jeux. On l'écoute, il répond à Matua Hawata. Ça permet aux enfants de découvrir une discipline qu'ils avaient un peu appris à connaître avec leurs enseignants, mais là qu'ils approfondissent et que ça leur donne l'opportunité de poser des questions, d'apprendre des techniques et de découvrir le roi des jeux qui leur sera utile à l'avenir dans leur meilleure compréhension
de leur environnement et surtout au niveau des disciplines mathématiques dans lesquelles ils vont devoir apprendre à comprendre et non pas à réciter. Donc c'est très important au niveau scolaire et c'est d'ailleurs intégré à Papeete dans beaucoup d'îles comme activité mathématique dans le temps scolaire. Et enfin, nous allons prendre l'air à Ho, où les enfants ont été sensibilisés à la préservation de leur environnement marin grâce à l'aire marine éducative. Le reportage de Lucille Guichet sur des images de Mathieu Allou. Une fois par semaine, ces travaux pratiques pour ce groupe d'élèves du collège et de l'école primaire de Ho. Labellisés aire marine éducative depuis novembre dernier, ils ont choisi de bouturer du corail, un travail de longue haleine. Il y a les algues. Les algues, ça fait quoi sur les coraux? Ça les tue. Là, il y a beaucoup de coraux qui meurent là, dans l'océan. C'est important de préserver notre océan, de planter les coraux. Les élèves mènent leur projet avec des bénévoles et à terme échangeront avec les scientifiques du CRIOB ou de l'Ifremer pour le suivi de la croissance et la présence des animaux marins. C'est vérifier si tout est bien là. Ce qui est mort, donc il faut les enlever. Effectivement, il y en a plus. Et puis avec les coraux, ça va ramener les poissons, la vie, beaucoup la vie. Donc c'est important pour nous, pour la planète et surtout pour les jeunes. Depuis novembre dernier, les élèves ont déjà bouturé une centaine de petits coraux en eau peu profonde. On avait fait des boutures avant Noël, avant les vacances de Noël. Donc, pendant un mois, elles sont restées là sans aucune intervention. Et quand on est arrivé, il y avait déjà, sur les quelques-unes qu'on avait mesurées, il y avait déjà une croissance qui a été observée. Donc on était assez contents. Également à leur côté, le RSMA de l'atoll qui a réalisé les supports. Il y a un support que j'ai fait que pour les petits-enfants, qui de hauteur 50 cm. Et il y en a 3 que j'ai fait pour les collèges. Le collège, du coup, les plus grands. Ils sont à 1 mètre de hauteur. Ils sont un peu plus loin, du coup, de la plage. Ce projet pédagogique de protection du milieu marin est né il y a 10 ans aux Marquises, une initiative polynésienne qui a fait des émules. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'écoles de l'Hexagone ou d'autres territoires ultramarins ont rejoint le réseau des aires marines éducatives. Je suis obligé de rester là. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale. Le procès en appel de l'affaire Radio Tefana se tient enfin après 5 renvois. Oscar Temaru, Vito Mamatouaya Hutapu et Heinwi Lekai sont accusés d'avoir versé des subventions publiques, mis à disposition du matériel et un local pour une radio considérée comme un outil de propagande pour la justice contre le nucléaire et pour la souveraineté. Le procès devrait durer 5 jours. Demain, Maude Fontenoy sera l'invité café de la matinale radio. La navigatrice est sur le territoire pour présenter son documentaire « Un océan de solutions ». Taitian Fouf, demain, titre sur l'aire marine des Marquises, aucune avancée selon la Chambre territoriale des comptes. Sur vos écrans ce soir, vos séries habituelles, White Sands et Pambélé. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une très belle semaine. On se quitte en musique avec cet hymne du clan des Teva, interprété par les étudiants de licence de Reo Maori de l'Université de la Polynésie, à l'ouverture du colloque à l'université. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.